Eckhart Tolle, enseignant spirituel contemporain et auteur de nombreux livres sur la connaissance de soi et la vie consciente, a dit un jour « La méditation n'est pas ce que vous faites, c'est ce que vous êtes ». Dans cette vidéo, mon chat Martin et moi allons essayer de comprendre ce qu'est la méditation et d'où elle vient. Les sources accessibles au public affirment que la méditation est une pratique mentale qui consiste à focaliser son attention et sa conscience afin d'atteindre un état de calme, de concentration et d'équilibre intérieur. Elle peut inclure diverses techniques telles que la contemplation, les exercices de respiration, la répétition de mantras ou l'observation des pensées et des sensations sans jugement. Donc c'est comme dormir après un bon repas? Non, Martin. Ce sont des pratiques spirituelles qui remontent à des temps anciens. Et les objectifs de la méditation ont varié au fil des siècles. Traditionnellement, on considère que la méditation vient d'Asie. En effet, la méditation en Inde a des racines profondes et une histoire riche de plus de 5000 ans. Son développement est étroitement lié aux traditions religieuses et spirituelles de la région. Les premières mentions des pratiques méditatives se trouvent dans les plus anciens textes sacrés de l'Inde, les Védas. Les Védas décrivent des techniques visant à concentrer l'esprit et à atteindre la paix intérieure. Ces pratiques incluaient le chant de mantras, les sacrifices rituels et la méditation sur les forces cosmiques et les êtres divins. Bien sûr, les descriptions des pratiques dans le livre sont poétiques et abstraites. Par exemple, dans les commentaires sur le Rig Veda, il est écrit « La respiration qui entre et sort, comme la fusion de la lumière et de l'ombre, mène à une profonde paix et concentration. » Cela semble parler non pas de la respiration, mais de quelques saucisses. Par la suite, la pratique de la méditation a été intégrée dans les traités philosophiques ultérieurs, les Upanishads. Les Upanishads soulignent l'importance de l'expérience intérieure et de la connaissance de soi par la méditation. Les pratiquants cherchaient à comprendre leur véritable nature et à se libérer des illusions. La méditation était considérée comme un chemin vers la libération du cycle de la naissance et de la mort, samsara, et l'atteinte de la moksha, la libération. Environ au IIe siècle avant notre ère, apparaissent les Yoga Sutras, écrits par le sage Patanjali. Ce texte a systématisé les pratiques du yoga, y compris la méditation, et est devenu fondamental pour le développement ultérieur de la tradition méditative indienne. Le bouddhisme, une religion fondée vers le VIe siècle avant notre ère, par Siddhartha Gautama, le Bouddha, inclut la méditation comme pratique centrale pour atteindre le nirvana, un état de libération des souffrances. Le Bouddha enseignait diverses méthodes de méditation, telles que la vipassana, méditation de la pleine conscience, et la samatha, méditation de la tranquillité. La vipassana, ou méditation de la pleine conscience, vise à développer la conscience et à pénétrer la véritable nature de la réalité. En pratiquant la vipassana, une personne se concentre sur la conscience de ses pensées, émotions, sensations corporelles et de l'environnement, sans jugement. L'objectif principal de cette méditation est de comprendre les trois caractéristiques de l'existence, l'impermanence, l'insatisfaction et l'absence de soi. La samatha, ou méditation de la tranquillité, vise à apaiser l'esprit et à développer une profonde concentration. Pendant la pratique de la samatha, une personne se concentre sur un seul objet, par exemple la respiration, ce qui aide à calmer l'esprit et à se concentrer sur le moment présent. Le but principal de la samatha est de développer la stabilité et la concentration de l'esprit. Ces deux méthodes se complètent. La samatha procure le calme et la concentration nécessaires pour une pleine conscience profonde dans la vipassana. Ensemble, elles aident non seulement à atteindre la paix intérieure, mais aussi à une compréhension plus profonde de soi et de la nature de la réalité. Le jaïnisme, une religion fondée par Mahavira, à peu près en même temps que le bouddhisme, souligne également la méditation pour atteindre la libération du karma et du cycle de la naissance et de la mort. Les pratiques méditatives jaïnes incluent la contemplation, la connaissance de soi et les exercices ascétiques. Les pratiques méditatives ont également pénétré dans le christianisme et l'islam. La méditation dans le christianisme, connue sous le nom de contemplation, est un moyen silencieux et profond de se connecter avec Dieu. Les moines et les ermites utilisaient cette pratique, passant des heures dans le silence, se concentrant sur la présence divine. La contemplation, contrairement à la prière traditionnelle, n'implique pas de mots ou de réflexion. C'est une immersion totale dans la sensation de la présence de Dieu. Une autre pratique méditative chrétienne importante est la prière du cœur,
ou prière de Jésus. Elle consiste à répéter continuellement une courte phrase. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Cet acte simple mais profond vise à atteindre une concentration intérieure constante sur l'amour et la miséricorde de Dieu. La pratique de la prière du cœur aide les croyants à entrer dans un état de présence spirituelle constante et d'interaction avec le divin. Saint Ignace de Loyola, fondateur de l'ordre des Jésuites, a grandement contribué aux traditions méditatives chrétiennes en élaborant un ensemble d'exercices spirituels. Ces exercices, visant la connaissance de soi et la croissance spirituelle, incluent la méditation, la réflexion sur les Écritures et la prière. Les exercices de Loyola aident les croyants à trouver la volonté de Dieu dans leur vie par une profonde exploration intérieure, utilisant des techniques de visualisation et de concentration sur les sensations et les émotions. Sous la direction d'un guide spirituel, ces exercices peuvent durer de quelques jours à plusieurs mois, favorisant une compréhension plus profonde de la présence de Dieu dans la vie quotidienne. Dans le soufisme, la branche mystique de l'islam, la méditation est un moyen clé pour atteindre l'unité avec Dieu. Les soufis croient qu'à travers les pratiques spirituelles, on peut atteindre une pureté intérieure et une profonde connexion avec le divin. Une des pratiques centrales des soufis est le dhikr, qui consiste à répéter les noms sacrés d'Allah ou des phrases dans le but de se concentrer sur la présence divine. Le dhikr peut être pratiqué individuellement ou en groupe et est souvent accompagné de techniques de respiration et de mouvements rythmiques pour aider à approfondir l'état méditatif. Une autre pratique notable du soufisme est le sama, un rituel qui inclut la musique, le chant et la danse. La forme la plus connue du sama est la danse des derviches tourneurs qui, en tournant au son de la musique et du chant, symbolise l'ascension spirituelle et l'union avec le divin. Le sama vise à atteindre un état extatique dans lequel le soufi peut ressentir une profonde connexion avec Dieu. La muraqaba, une autre forme de méditation soufie, est orientée vers une contemplation intérieure profonde et une concentration sur la présence divine. Les pratiquants s'assoient en silence, effectuent des exercices de respiration et se concentrent sur la lumière intérieure ou des images spirituelles. La muraqaba aide à atteindre un état de calme et de concentration intérieure, où le soufi peut prendre conscience de son unité avec Dieu. Ainsi, dans le christianisme et l'islam soufi, la méditation est un puissant outil pour atteindre une connexion spirituelle profonde avec Dieu. Malgré la diversité des formes et des méthodes, l'objectif principal est l'immersion dans la présence divine, le développement de la paix intérieure et la croissance spirituelle. Ces pratiques anciennes restent pertinentes aujourd'hui, aidant les croyants à trouver la paix et l'harmonie dans leur vie. La méditation est également utilisée dans les pratiques chamaniques. Les chamans utilisent souvent des méthodes qui les aident à atteindre la transe, un état similaire à la méditation profonde. Le processus peut inclure des battements de tambour rythmés, des chants, des danses, l'utilisation de substances psychoactives végétales et d'autres actions rituelles. Dans un tel état de conscience, le chaman se concentre sur des visions intérieures et des expériences spirituelles, ce qui est semblable à la méditation. Comme pour la méditation, les pratiques chamaniques exigent souvent un haut niveau de concentration et de focalisation. Le chaman peut se concentrer sur certains symboles, mantras, sons ou images visuelles pour maintenir une connexion avec le monde des esprits. Au XXe siècle, la méditation s'est solidement implantée en Occident grâce à l'activité de grands maîtres tels que Swami Vivekananda, Paramahansa Yogananda et Maharishi Mahesh Yogi, le fondateur de la méditation transcendantale. Lors de sa migration, la méditation a presque perdu ses débuts spirituels pour devenir une pratique de réduction du stress et d'amélioration de la santé. Dans le monde moderne, où le bruit et l'agitation sont devenus une partie intégrante de la vie, la méditation offre une opportunité unique de trouver la paix et l'harmonie. C'est une pratique qui aide à concentrer l'attention et à atteindre un état de relaxation profonde. La méditation repose sur la concentration sur un objet spécifique, un son ou la respiration, permettant de réduire les distractions et de calmer l'esprit. Elle développe également la pleine conscience, la capacité à être présent dans l'instant et à remarquer ses pensées, émotions et sensations sans jugement. En recherchant des matériaux pour cet article, j'ai trouvé une pratique méditative simple mais efficace. Cette méditation permet de se détendre après une journée bien remplie et améliore le sommeil. Alors joignez vos mains devant vous de cette manière. Avec les doigts de la main droite,
trouvez votre pulse. Une fois que vous avez trouvé le pulse, détendez et posez vos mains sur vos genoux ou sur la table devant vous. Vous pouvez fermer les yeux. Concentrez-vous sur le rythme de votre pouls en laissant de côté tous les bruits et tout ce qui vous a préoccupé. Dans cet état de concentration, restez au moins 2 minutes et vous ressentirez rapidement la paix et la détente. Personnellement, cela m'aide. Le chat Martin fait ses exercices en tenant une saucisse avec ses pattes. Cela le calme, voyez-vous. Il peut même s'endormir sur cette saucisse. Si après avoir suivi les pratiques spirituelles, vous avez envie de faire un don pour la saucisse méditative de Martin, le lien est dans la description sous la vidéo. Un chat rassasié est la garantie de pantoufles propres. La méditation a de nombreuses formes, mais elles visent toutes à réduire le stress, l'anxiété et à améliorer le bien-être général. Elle peut devenir une partie de la pratique spirituelle, aidant à approfondir la connexion avec les valeurs et objectifs intérieurs. Les recherches montrent que la méditation a un impact positif sur la santé physique, réduisant la tension artérielle, améliorant le sommeil et renforçant le système immunitaire. C'est une sorte d'antidote au stress, aidant à se sentir plus calme et plus heureux, même dans les moments les plus turbulents. Eh bien, examinons quel type de méditation existe de nos jours. La méditation de la pleine conscience, qui trouve ses racines dans les traditions bouddhistes, vise à développer une perception sans jugement du moment présent. Les pratiquants observent leurs pensées, émotions et sensations corporelles sans s'y attacher. Les recherches montrent que cette pratique réduit efficacement le stress, améliore la régulation émotionnelle et les fonctions cognitives grâce à des changements dans la structure et les connexions du cerveau. Des exemples incluent la méditation Vipassana et Shikantaza dans l'école Soto Zen. Méditation de concentration. Ce type de méditation développe la capacité à se concentrer sur un objet choisi, qu'il s'agisse d'une sensation corporelle, de la respiration, d'une image, d'un son ou d'une construction mentale. Des exemples incluent Trataka, concentration sur la flamme d'une bougie, Anapanasati, attention à la respiration, et la méditation sur un mantra. Les recherches scientifiques indiquent une amélioration du contrôle de l'attention, une réduction des divagations mentales et une augmentation de la densité de la matière grise du cerveau. Méditation de l'amour et de la bonté, Metta. Cette pratique vise à développer la compassion et l'empathie en répétant des phrases qui suscitent de bons vœux. Les recherches montrent que la méditation Metta renforce les émotions positives, les liens sociaux et les comportements prosociaux, en stimulant les zones du cerveau liées à l'empathie et aux influences positives. Méditation transcendantale. La méditation transcendantale implique la répétition d'un mantra pour aller au-delà des processus de pensée habituels. Elle favorise la relaxation, l'expansion de la conscience et la connaissance de soi. Les recherches indiquent une réduction du stress, de la tension artérielle et une amélioration du bien-être psychologique général. Une étude a même révélé une réduction du risque de mortalité, d'infarctus et d'AVC chez les patients atteints de coronaropathie. La méditation zen, issue du bouddhisme zen, met l'accent sur l'expérience directe et la conscience non conceptuelle. Les pratiques incluent zazen, méditation assise et la contemplation des koans. Les recherches associent la méditation zen à une augmentation de la densité de la matière grise dans les régions du cerveau responsables de l'attention, de la régulation émotionnelle et de la conscience de soi. La méditation vipassana, qui signifie vision profonde, se concentre sur l'observation des sensations corporelles, des pensées et des émotions pour prendre conscience de la nature impermanente de l'existence. Les recherches montrent que cette pratique améliore la régulation émotionnelle, augmente la densité de la matière grise dans le cerveau et le bien-être général. Le yoga combine des postures physiques, des exercices respiratoires conscients et de la méditation, devenant populaire dans le monde entier. Les recherches confirment que le yoga axé sur les pratiques méditatives peut réduire le stress, améliorer la flexibilité du corps et la plasticité cérébrale, ainsi que la santé mentale et physique générale. Méditation du chat Martin sur un bol de nourriture vide. Le chat se tient devant un bol vide et le fixe avec méfiance. Tu as oublié un type important de méditation. La méditation de l'homme sur une pantoufle mouillée. Elle se caractérise par le fait que l'homme tient la pantoufle mouillée entre 2 doigts et la renifle. Il émet souvent des sons incompréhensibles. Chez les chats, observer ce type de méditation suscite le désir de marquer et de marquer.
Examinons maintenant la méditation du point de vue scientifique. Après avoir secoué Internet, je n'ai pas trouvé beaucoup de matériaux. Les scientifiques n'ont apparemment pas particulièrement cherché à explorer ce sujet. Rien d'étonnant. Ils sont occupés à chercher des cerveaux dans vos têtes. Mais quoi qu'en dise le chat cynique, les scientifiques ont tout de même identifié certaines régularités. La plus intéressante s'est avérée être la neuroplasticité, c'est-à-dire l'augmentation du nombre de neurones dans les zones stimulées pendant la méditation. Richard Davidson, neurobiologiste, professeur de psychologie et de psychiatrie à l'Université du Wisconsin-Madison. Il est un chercheur renommé dans le domaine de la neuroplasticité et de l'impact de la méditation sur le cerveau. Ses recherches montrent que la pratique régulière de la méditation peut favoriser des changements positifs dans la structure et les fonctions du cerveau, améliorant la résilience émotionnelle et la santé mentale générale. Il a également collaboré avec le Dalai Lama et promeut des méthodes scientifiquement fondées pour améliorer la santé mentale. Davidson estime que le bien-être et le bonheur sont à la portée de chacun, et que chacun peut y parvenir grâce à la méditation. Un jour, le scientifique a dit « La plupart des gens ne considèrent toujours pas des qualités comme le bonheur comme une compétence que l'on peut améliorer par l'apprentissage. » Richard a raconté qu'une fois, lors d'une conversation avec le Dalai Lama, ce dernier l'a mis au défi d'étudier la compassion et la bonté à l'aide d'outils scientifiques. Cela a conduit à de nombreuses recherches confirmant que les pratiques développant la compassion peuvent avoir un impact positif sur le cerveau et améliorer le bien-être général. Richard Davidson a décrit ses recherches et d'autres histoires intéressantes dans un livre sur ses recherches. Vous trouverez le lien vers le livre dans le commentaire joint sous la vidéo. Un autre expert est Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn est l'un des chercheurs les plus connus de la méditation et de son application clinique. Il a mené de nombreuses observations visant à étudier l'efficacité et les mécanismes de la méditation de la pleine conscience. En 1979, Jon Kabat-Zinn a fondé la clinique de réduction du stress à la faculté de médecine de l'Université du Massachusetts. Il a développé le programme de réduction du stress basé sur la pleine conscience, Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR, un cours de 8 semaines combinant la méditation de la pleine conscience, le yoga et des méthodes scientifiquement fondées de réduction du stress. Ce programme existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, une nouvelle intéressante est apparue récemment. Des scientifiques ont mené une étude où ils stimulaient le cortex préfrontal médian des sujets et les photographiaient ensuite. Ces photos étaient perçues par d'autres personnes comme plus attrayantes que celles avec un cerveau non stimulé. En d'autres termes, plus votre cortex préfrontal est développé, plus vous paraissez attrayant aux yeux des autres. Et cela peut être réalisé non seulement par stimulation électrique, mais aussi par la méditation. Le cortex préfrontal est l'une des parties du cerveau les plus réceptives à la neuroplasticité ou à la croissance lors de la méditation, et est responsable des interactions sociales, des émotions et de l'empathie. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, dans le premier commentaire sous la vidéo, j'ai mis un lien vers les livres de Jon Kabat-Zinn, qui décrivent les méditations nécessaires pour développer le cortex préfrontal. Contrôler l'attitude subconsciente des autres à votre égard semble être un miracle. Mais vous voyez, c'est aussi un mécanisme évolutif. Un jour, Jon Kabat-Zinn a dit « Le plus important est d'être conscient et présent à chaque instant de notre vie, peu importe ce qui se passe. » Tu as compris? Tu dois observer le processus d'exécution de tes pantoufles. Tu sais quoi? Sale museau roux. Jon Kabat-Zinn a également dit « Nous ne pouvons pas arrêter les vagues, mais nous pouvons apprendre à les surfer. » Donc, tu vas continuer à marcher avec des pantoufles mouillées? Les roux et les moelleux sont vraiment un problème. Mais les recommandations de Jon Kabat-Zinn permettent de faire face à toutes les situations de la vie. L'auteur a exposé ses recommandations, leçons et exercices dans plusieurs livres. Les liens vers ces livres se trouvent dans le premier commentaire sous la vidéo. Ces livres ont été extrêmement populaires et il n'est pas surprenant que les idées d'utiliser la méditation dans la vie quotidienne soient soutenues par de nombreuses personnes, y compris des célébrités. Oprah Winfrey,
animatrice de télévision américaine, actrice et productrice, est une grande adepte de la méditation et parle souvent de ses bienfaits tant dans sa vie personnelle que dans son activité professionnelle. Oprah souligne que la méditation l'aide à atteindre la paix intérieure et l'équilibre. Elle affirme que c'est une pratique qui lui permet de se sentir plus centrée et concentrée. Gwyneth Paltrow, actrice et fondatrice de la société Goop, parle ouvertement de ses pratiques méditatives. Paltrow considère que la méditation est un élément important d'un mode de vie sain, au même titre que l'exercice physique, une alimentation saine et un repos adéquat. Elle souligne que la méditation l'aide à maintenir l'équilibre entre son travail et sa vie personnelle, assurant une stabilité émotionnelle. Steve Jobs était un grand adepte de la méditation et affirmait que cela l'aidait à développer sa créativité et son innovation dans le travail sur les produits Apple. Cependant, pour être juste, il faut dire que son engouement pour les méthodes de traitement non conventionnelles lui a peut-être coûté la vie. En 2003, il a été diagnostiqué d'un type rare de cancer du pancréas, connu sous le nom de tumeur neuroendocrine. Jobs a opté pour des traitements alternatifs, y compris des régimes alimentaires, l'acupuncture, la méditation et d'autres approches alternatives, au lieu de l'intervention chirurgicale et de la chimiothérapie recommandée par les médecins. Ce n'est que 9 mois après le diagnostic qu'il a accepté une intervention chirurgicale. Mais de nombreux experts pensent que le refus du traitement traditionnel au stade initial a pu nuire à ses chances de guérison. Comme on le voit, pour des maladies plus graves, il ne faut pas compter sur ses propres forces, mais utiliser les avancées médicales de la civilisation. Néanmoins, on peut conclure que la méditation est un mécanisme fascinant qui permet de développer le cerveau humain. Et l'on peut développer non seulement les fonctions cognitives, telles que la pensée créative ou la mémoire, les émotions ou le fonctionnement subconscient, mais aussi améliorer son attractivité physique aux yeux des autres. C'est extrêmement intéressant. C'est un exemple de la manière dont le fonctionnement d'un mécanisme aussi complexe que le cerveau humain peut influencer sa structure. C'est incroyable. Et n'oubliez pas les mots de Jon Kabat-Zinn. Toutes les souffrances, le stress et les dépendances proviennent du fait que vous ne réalisez pas que vous êtes déjà ce que vous cherchez. Aimez, abonnez-vous à la chaîne, soutenez financièrement le niveau de cynisme du chat Martin et soyez en bonne santé.